Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du développement des traitements anticancéreux, à partir des premières chimiothérapies jusqu'à la médecine de précision. Il faut savoir que le traitement du cancer est progressivement passé de médicaments cytotoxiques peu spécifiques à des traitements fondés sur les anomalies moléculaires propres à chaque tumeur. Donc il y avait de réelles avancées en matière d'oncopharmacologie. Il faut savoir aussi que le développement de l'oncologie moderne repose sur les progrès des modèles expérimentaux de la biologie cellulaire et moléculaire, du séquençage génomique et de l'identification des mécanismes fondamentaux du cancer. Et cette évolution a permis l'apparition successive de la chimiothérapie, des traitements adjuvants, des anticorps monoclonaux, des thérapies ciblées et puis de la médecine de précision. Donc l'idée essentielle ici, qu'on est passé d'une stratégie visant toutes les cellules en division rapide à une stratégie cherchant à identifier et puis bloquer une vulnérabilité précise de la tumeur. Voici un schéma qui résume l'histoire du développement pharmaceutique contre le cancer à partir des années 1900 jusqu'au 1960, qu'on va aborder tout de suite. Eh ben, les débuts de la chimiothérapie anticancéreuse remontent au début du XXe siècle. Les modèles animaux et les tumeurs transplantables permettent de tester systématiquement des substances. Et les dérivés arsenico figurent parmi les premiers produits étudiés avec une efficacité et une spécificité limitées. Donc les années 1940 marquent l'utilisation des motards azotés contre certains lymphomes. Ces agents alkylants provoquent des lésions de l'ADN et empêchent sa réplication correcte. Ils touchent néanmoins aussi les tissus normaux à renouvellement rapide, moelle osseuse, muqueuse digestive et follicules pileux. Et puis, il y avait ensuite la diversification des chimiothérapies. Entre les années 1940 et 1960 apparaissent plusieurs familles thérapeutiques. Les antimétabolites ressemblent à des molécules nécessaires à la synthèse de l'ADN et perturbent la multiplication cellulaire, et comprennent les antifolates comme le méthotrexate, la thiopurine et le 5-fluorouracil. Le méthotrexate permet à la fin des années 1950 d'obtenir des guérisons dans certains choriocarcinomes, qui est une preuve majeure qu'un cancer peut être guéri par un médicament. Et les antibiotiques antitumoraux altèrent l'ADN ou son fonctionnement, et les alcaloïdes de la pervenche, introduits dans les années 1960, perturbent les microtubules indispensables à la mitose. Durant cette période-là, il y avait quand même une limite commune, c'est que la chimiothérapie classique était cytotoxique, mais peu spécifique, sélectif. Son efficacité s'accompagne d'une atteinte possible des tissus sains à renouvellement rapide. Ensuite, il y avait la démonstration qu'une guérison est possible. Dans les années 1960-1970, les associations de chimiothérapie permettent des guérisons dans certaines leucémies aiguës lymphoblastiques, la maladie de Hodgkin, le cancer du testicule et certains choriocarcinomes. La polychimiothérapie attaque les cellules tumorales par plusieurs mécanismes, limite l'émergence de résistance et augmente la probabilité d'éliminer l'ensemble du clone tumoral. L'apparition des traitements adjuvants ensuite. La chimiothérapie adjuvante est administrée après le traitement local, le plus souvent après la chirurgie, même si aucune tumeur résiduelle n'est visible. Elle vise les micrométastases encore indétectables afin de diminuer le risque de récidive et d'améliorer la survie sans maladie et la survie globale et les chances de guérison. Ensuite, vous avez un schéma qui résume l'histoire du développement pharmaceutique contre le cancer à partir des années 1960 à la médecine de précision, à la médecine ciblée, qu'on va aborder tout de suite. Ensuite, il y avait le développement des modèles biologiques. À partir des années 1970, les xénogreffes consistent à implanter des cellules tumorales humaines chez des souris immunodéprimées. Les cultures cellulaires permettent parallèlement d'étudier la prolifération tumorale, les anomalies moléculaires, la sensibilité aux médicaments et les mécanismes de résistance. Ces modèles sont utiles mais incomplets et ne reproduisent pas totalement le micro-environnement tumoral ni les interactions complexes avec le système immunitaire. Et puis il y avait le passage à la biologie moléculaire. À partir des années 1980-1990, le cancer n'est plus seulement décrit comme une multiplication anarchique, il est compris comme une maladie résultant de l'accumulation d'altérations moléculaires par activation d'oncogènes stimulant la prolifération, l'inactivation des gènes suppresseurs de tumeurs, altération des systèmes de réparation de l'ADN, dérégulation des mécanismes de mort cellulaire et le séquençage du génome humain au début des années 2000, ça a accéléré fortement l'identification de ces anomalies. Et puis venait l'ère des anticorps monoclonaux. Un anticorps monoclonal reconnaît une cible précise exprimée par la cellule tumorale ou présente dans son environnement. Il peut bloquer un récepteur de croissance, recruter l'immunité et transporter une substance toxique ou inhiber la vascularisation tumorale. Cette stratégie est plus sélective que la chimiothérapie classique
mais elle suppose que la cible soit présente et biologiquement importante pour la tumeur. Et l'essor des thérapies ciblées, les matinib constituent le modèle historique des thérapies ciblées. Il inhibe la tyrosine kinase anormale, BCR-ABL, responsable de la leucémie myéloïde chronique. La logique d'une thérapie ciblée, c'est que ça identifie l'anomalie motrice du cancer, développer un médicament capable de la bloquer et de sélectionner les patients dont la tumeur porte cette anomalie. Une résistance peut survenir par mutation de la cible, activation d'une voie alternative et amplification du gène ciblé ou sélection des clones résistants. Et enfin, on a le profilage moléculaire avec médecine de précision. Le profilage moléculaire analyse les caractéristiques génétiques, épigénétiques ou protéines d'une tumeur. Il recherche les biomarqueurs diagnostiques, pronostiques et prédictifs de réponse ou utiles au suivi. Deux cancers du même organe peuvent avoir des profils moléculaires différents et répondre à des traitements différents. Et inversement, une même anomalie peut être retrouvée dans plusieurs cancers et représenter une cible thérapeutique commune. Donc, il y avait quand même un changement de paradigme récemment, parce que le traitement dépend toujours de l'organe d'origine, mais aussi de plus en plus de la signature biologique propre à la tumeur. Ensuite, quelles sont les perspectives en oncologie, en oncopharmacologie? Il faut savoir qu'il y a des caractéristiques fondamentales du cancer, ce qu'on appelle les hallmarks of cancer, qui sont les capacités biologiques acquises par les cellules cancéreuses au cours de la progression tumorale. Premièrement, les maintient des signaux de prolifération. La cellule active continuellement les voies favorisant sa multiplication et devient partiellement indépendante des signaux extérieurs. Échappement aux suppresseurs de croissance, les mécanismes freinant normalement le cycle cellulaire, notamment les voies RB et P53, sont neutralisés. Ensuite, on a une résistance à la mort cellulaire, donc la cellule tumorale bloque ou contourne l'apoptose qui devrait éliminer une cellule anormale. Ensuite, on a la propriété que la tumeur est là une immortalité réplicative. Donc ça veut dire que l'entretien des télomères, souvent grâce à la télomérase, ça va permettre de poursuivre les divisions de la cellule tumorale. Ensuite, la vascularisation. La tumeur stimule l'angiogénèse ou exploite les vaisseaux existants afin de recevoir oxygène et nutriments. Et finalement, on a l'invasion et la métastase. Les cellules quittent la tumeur primitive et franchissent les tissus et circulent et puis colonisent un autre organe. Il y a aussi les propriétés que la tumeur est là la propriété d'échappement à la destruction immunitaire. Ça veut dire que la tumeur freine la réponse immunitaire, notamment par l'activation des points de contrôle, tels que les PD-L1. Ensuite, la propriété de dérégulation du métabolisme. La cellule modifie l'utilisation du glucose, des acides aminés et des lipides pour soutenir sa croissance. L'effet Warburg correspond à une utilisation importante de la glycolyse, même en présence d'oxygène. Ensuite, on a l'instabilité génomique et mutation. Les défauts de réparation de l'ADN favorisent l'accumulation d'altérations, d'hétérogénéité tumorale et la résistance thérapeutique. Et finalement, on a l'inflammation protumorale. Une inflammation chronique apporte des facteurs de croissance et des médiateurs susceptibles d'endommager l'ADN et de soutenir la tumeur. Tout ce qui est nouvelle perspective, on a le concept de plasticité phénotypique. Les cellules tumorales changent d'état et acquièrent de nouvelles propriétés, ce qui favorise adaptation, dissémination et résistance. On a aussi une reprogrammation épigénétique non mutationnelle. L'expression des gènes est modifiée sans changement de la séquence de l'ADN par méthylation, modification des histones et ou réorganisation de la chromatine. Et aussi, il y a le concept de cellules sénescentes. Ces cellules ne se divisent plus, mais restent actives. Leurs médiateurs inflammatoires et facteurs de croissance peuvent modifier le micro-environnement et parfois favoriser la progression. Finalement, on a les microbiomes polymorphes. Les micro-organismes de l'organisme influencent l'inflammation, immunité antitumorale, métabolisme des médicaments, efficacité et toxicité de certains médicaments. Comme conclusion, on va dire que l'histoire du traitement anticancéreux correspond au passage progressif d'une approche empirique à une approche biologique stratifiée et personnalisée. Il y avait des développements des modèles expérimentaux au début et puis apparition des chimiothérapies cytotoxiques. Ensuite, il y avait une démonstration de la possibilité de guérir certains cancers et il y a aussi le développement des traitements adjuvants et puis la compréhension moléculaire du cancer. Et après, il y avait l'apparition des anticorps monoclonaux et thérapies ciblées. Et enfin, le profilage moléculaire et médecine de précision. Pour finalement, on a les stratégies agissant sur l'immunité, le métabolisme et le micro-environnement.
Ce qu'il faut retenir, c'est que le cancer est une maladie dynamique et hétérogène. Son évolution dépend des mutations, mais aussi de l'épigénétique, du métabolisme et de la plasticité cellulaire et des interactions avec l'immunité, le micro-environnement, le microbiote aussi. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.